Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Décidément, les relations internationales ne cessent d'être agitées entre les déclarations d'un Donald Trump, visiblement les réflexions du président de la République française. On a quelques sujets à voir avec vous. Bonjour, Patrick Martin-Genier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes géopolitologue, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Première déclaration avant d'en venir au plan de Donald Trump sur lequel il mise visiblement pour mettre pression sur l'Ukraine. Hier, le président de la République, en marge du G20, a déclaré que cette institution, ce fonctionnement, on était peut-être arrivé à la fin d'un cycle. On se souvient déjà de ces déclarations au début de son quinquennat sur, il me semble, l'OTAN, c'est ça, qui était en état de mort cérébrale. Son constat sur le G20, est-ce que c'est un constat sain qu'il fait, le président de la République? Écoutez, moi je pense qu'il n'est pas complètement fondé parce que finalement, lorsqu'on voit le communiqué final qui a été publié par le G20, eh bien il y a quand même un consensus relatif sur les grands conflits mondiaux, sur la stabilité financière internationale, sur la transition énergétique. Donc on aurait pu penser que ce G20 serait un échec. Au contraire, je pense qu'il y a eu une sorte de consensus. Là où le président de la République a voulu mettre le point, c'était sur le fait que ce sommet, créé donc en 1999, eh bien, il y avait certains pays qui l'avaient boycotté, les États-Unis n'étaient pas présents, la Chine n'était pas présente également, la Russie évidemment. Donc évidemment, ce qu'a vous souligné le président de la République, c'est le fait qu'il y avait aujourd'hui une crise du multilatéralisme où la force risquait de l'emporter sur la coopération internationale. Mais autrement, non, ce G20 a correctement fonctionné hier. Il y a aussi, au milieu de cette actualité internationale, quand même le plan de Donald Trump en 28 points pour l'Ukraine. C'est la date de Thanksgiving, donc jeudi prochain, qui a été choisie pour la fin de l'ultimatum. Selon vous, est-ce qu'on doit y voir le moyen vraiment à tout prix d'obtenir la paix, ou c'est simplement une pression excessivement violente sur Volodymyr Zelensky? Oui, c'est une très très grande pression parce qu'on ne peut pas parler de paix. En réalité, il s'agit de l'organisation, d'une formalisation, d'une capitulation de l'Ukraine qui est organisée par les États-Unis et la Russie. Bien évidemment, lorsque vous dites qu'il faut céder des territoires, réduire l'armée à 600 000 hommes et en gros ne rien et effectivement ne plus rejoindre l'OTAN, c'est une capitulation, ce n'est pas une paix. Et d'ailleurs, je peux vous dire que les ambassadeurs qui étaient réunis à Kiev vendredi, les ambassadeurs de l'OTAN ont été choqués par la pression mise par le secrétaire à la défense américain sur les ambassadeurs qui n'avaient pas lu ce plan de paix. Donc bien évidemment que ce n'est pas une garantie de paix, c'est une volonté de faire capituler l'Ukraine, mais j'ai cru comprendre, après avoir lu les dernières déclarations de Donald Trump, alors que les négociations s'engagent aujourd'hui à Genève, qu'en réalité ce plan pouvait être encore travaillé. Et vous avez vu comment réagir dans ce cas-là, comment comprendre, comment interpréter les mots du président de la République qui, aux réactions de Donald Trump, bien qu'après avoir rappelé quand même qu'il était évident que certaines décisions allaient revenir uniquement aux Ukrainiens et qu'il n'était pas possible de négocier sans eux, que toute initiative pour la paix est bonne à prendre. C'est quand même excessivement prudent vis-à-vis de Donald Trump et la façon dont vous analysez la décision américaine. Mais vous savez, personne n'ose s'opposer à Donald Trump. C'était peut-être ça le problème, non? C'est ça, c'est-à-dire que personne n'a envie de s'interposer vis-à-vis de Donald Trump à la Maison-Blanche. D'ailleurs, certains chefs de gouvernement envisagent de nouveau de se rendre à Washington, mais tout le monde a peur de Donald Trump parce qu'il a des modalités de répression, je veux dire de rétorsion. On peut parler à la politique douanière, à la politique commerciale. Donc, les chefs d'État et de gouvernement sont excessivement prudents en disant que ce plan doit être négocié, que rien ne peut se faire sans l'Ukraine et l'Europe, et bien évidemment que politiquement, au regard de la situation intérieure des États, notamment la France, personne ne peut dire qu'il n'est pas intéressé par le plan de paix de Donald Trump. On verra bien ce que ça donne. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a des débats en Europe, notamment en France, sur la poursuite de la guerre, sur le soutien financier, sur le soutien militaire. Et donc, bien évidemment, qu'on ne peut pas dire qu'on est contre la paix en Ukraine, même si on n'est pas satisfait de la façon dont les choses vont. Vous me faites une transition parfaite, Patrick Martin-Genier, justement sur les propos qui entourent ce pays actuellement, même encore les dernières heures, sur le fait de la guerre. On pense évidemment aux propos du général Mandon qui a dit qu'il fallait tout doucement se préparer et accepter de perdre ses enfants. Il s'est justifié. Une première question est: comment avez-vous, de votre côté, avec votre analyse, reçu ces propos? Et deuxième question, dans ce contexte, vous avez vu que le président de la République s'apprête à annoncer, si on en croit les informations de la Tribune du dimanche, un nouveau service militaire. Y êtes-vous favorable?
Alors, il y a 2 points. La première chose, c'est les déclarations du général chef d'état-major devant le Congrès des maires. Je pense que si c'est le rôle d'un militaire de se préparer à la guerre, il n'avait pas à les dire devant le Congrès des maires, qui est une organisation politique. Le chef d'état-major s'est exprimé à plusieurs reprises publiquement ces dernières semaines. Je pense que ce n'est pas son rôle. C'est le rôle de la ministre des Armées, c'est le rôle du président de la République, chef de l'État, chef des armées. Et donc voilà, ces propos ont quand même choqué les maires. Et même s'il a le droit de le dire, par exemple, devant une commission de l'Assemblée nationale. Ils vous ont choqué, vous, par exemple ? Oui, moi ça m'a choqué de tels propos, parce qu'on sait très bien que de toute façon, si la France partait à la guerre, mais bien évidemment que des enfants mourraient, et en premier lieu, les jeunes militaires qui sont appelés à la guerre, ce sont quand même des enfants, même s'ils sont des militaires de carrière. Sur votre seconde question, le service militaire, moi personnellement, oui, je suis favorable à rétablissement du service militaire. La force morale d'un pays se montre effectivement, se mesure. De l'engagement, à l'aune de l'engagement des jeunes dans un éventuel service militaire. Je remarquerai que désormais l'Allemagne parle de rétablir le service militaire, même de façon, on va dire, facultative ou volontaire dans un premier temps. Le Danemark rétablit le service militaire pour les hommes comme pour les femmes. Donc je pense que ce serait un élément très important pour montrer cette force de la nation dont parlaient d'ailleurs certains responsables politiques récemment, que de rétablir une forme de service militaire, même si beaucoup de généraux vont vous dire, ou de militaires, que c'est techniquement impossible, que ça coûte trop cher. Mais le débat doit avoir lieu. Il n'y a aucun doute que, notamment en France, il va avoir lieu dans les prochaines heures et dans les prochains jours, surtout si le président de la République confirme cette annonce la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Patrick Martin-Jeunier, géopolitologue, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes et internationales.